Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on a reçu aujourd'hui François. François nous a apporté vraiment beaucoup de valeur. Je pense que vous allez vraiment apprécier le podcast parce qu'on parle de productivité, on parle de comment gagner 2 heures par jour, on parle également de son parcours. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle épisode. J'ai comme eu le feeling, ça fait juste une fois qu'on se parle, fait que là, c'est la deuxième fois, qu'on avait un peu un parcours qui pouvait se ressembler un peu par rapport au fait que tu n'as pas nécessairement étudié en marketing, que tu mentionnais tout ça non plus par le passé. Fait qu'explique-moi un peu qu'est-ce qui t'a amené à faire, qu'est-ce que tu fais dans le fond aujourd'hui, je suis curieuse. Ben, quand j'y repense comme faut, j'ai pas mal toujours fait du marketing, mais comme en satellite. Moi, à la base, j'étais musicien. Je pensais faire une carrière en tant que musicien quand j'étais au cégep. J'avais plusieurs groupes de musique dans lesquels je jouais. J'étais toujours l'organisateur de tout ça. Le point central, c'est moi qui faisais les rendez-vous, le booking, je faisais les posters, je faisais la publicité. J'ai même monté des sites Internet. Tu sais, j'ai tout le temps tourné un peu dans ça. Puis, je me cherchais pas mal pour ce qui est de qu'est-ce que je voulais faire de l'argent avec. Je suis même essayé d'être électricien à un moment donné, mais les études me plaisaient pas. Fait que, finalement, je suis allé faire un cours en infographie. C'est là que j'ai découvert plus le monde de la publicité officiellement, si on veut. Mais là, l'infographie me permettait pas de libérer mon côté créatif parce que quand tu es infographe, tu es vraiment juste le dernier maillon de la chaîne. J'ai rien contre ça, mais moi, c'était pas là que je voulais aller. Je voulais créer les campagnes et les faire tout ça, mais le fait d'avoir commencé vraiment par la base, de comprendre le logiciel, comprendre comment faire des images, tout ça, ça m'a permis d'apprendre graduellement. Puis après ça, je suis allé faire mon bac à l'université en design graphique pour continuer dans la même branche. Mais là, il y a tout un autre monde qui s'est ouvert à moi avec des cours de psychologie du consommateur, création d'entreprise, création de campagnes publicitaires. Puis rajoute à ça, j'ai fait des cours de photo, différentes options en photo, des cours d'art, des cours de vidéo, montage vidéo. Fait que là, j'ai vraiment découvert le monde au complet de tout ce qui est inclus dans le marketing. Puis c'est vraiment ça qui m'a intéressé, plus que juste l'exécution d'une commande. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé, en sortant de l'université, j'ai commencé à travailler dans des agences. Puis vraiment, c'est là que j'ai eu la piqûre. Puis comme j'étais le dernier rentré, le plus jeune dans l'agence, tout ce qui était web a été pitché vers moi. Puis les réseaux sociaux commençaient à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à m'occuper de ça aussi, puis à vite catcher la game, si on veut, en s'occupant de d'autres, pas juste mon réseau à moi. Mais dans ce temps-là, on parle de MySpace. Puis, on se faisait des sites pour notre band, justement, là-dessus. Puis, je travaillais pour une station de radio qui avait un MySpace, juste pour découvrir la chose. Puis là, Facebook est arrivé, on a sauté là-dessus. Je suis arrivé après ça chez Astral Media, qui aujourd'hui est Bell Media, qui ont les radios Énergie et Rouge FM à Québec. Là, j'ai commencé à travailler là. Puis la moitié de mon travail était vers la production visuelle. Puis l'autre moitié, c'était la gestion des médias sociaux. Fait que c'est vraiment là que j'ai commencé officiellement à gérer les médias sociaux, dans le temps qu'il n'y avait même pas de page entreprise encore sur Facebook. C'était juste des pages personnelles. Puis on faisait un stun, puis ça nous ajoutait 70 000 personnes, 70 000 fans dans le temps de le dire pour 0 cent. C'était le temps du Far West de Facebook qui était le fun. Dans le temps qu'on avait une portée organique. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a vraiment commencé là, mon amour pour les réseaux sociaux, si on veut, puis
c'est là que j'ai continué, si on veut, à me former par moi-même avec des tutoriels, des cours qui venaient plus des États-Unis parce qu'eux étaient toujours un peu en avance sur nous. Puis de fil en aiguille, avec les différents travaux que j'ai faits, j'ai eu à gérer des équipes qui, eux, géraient les médias sociaux. Donc, j'ai acquis encore plus d'expérience, puis j'allais me chercher vraiment plus de formation. Et puis, j'en suis venu à donner de la formation à un moment donné, quand je travaillais pour Gestion Proxima Centauri. Je donnais un cours de 15 semaines en gestion des médias sociaux. Alors, j'ai eu à remonter le cours au complet, le mettre à jour. C'est pas évident de donner un cours sur les médias sociaux, là. À chaque 6 mois, ça change. Fait qu'il faut tout le temps, tu le laisses, tu continues à être à jour. Fait que beaucoup de recherches là-dessus aussi. Puis après ça, j'ai eu une autre expérience avec chez National, qui est une compagnie de relations publiques. Fait que là, j'ai eu un autre volet, si tu veux, des réseaux sociaux à l'utiliser pour faire, j'appelle ça de la propagande, mais c'est pas de la mauvaise nécessairement, c'est une propagande. Il y a de la bonne propagande, c'est propager une nouvelle vraiment avec pour un optique de relations publiques, faire connaître un projet, faire connaître toutes les options d'un projet. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a des projets qui sont contestés, mais il faut que tu sois capable de donner la voix à l'autre partie aussi. Fait que, beaucoup d'expériences diverses comme ça dans mon parcours qui m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience. Mais pas tout le temps le fun au niveau des patrons puis de l'équipe, tout ça. C'est ce que tu disais au début, c'est un peu ça qui m'a amené aujourd'hui à partir à mon compte. Je me disais, ben, j'ai un bagage d'expérience assez grand pour être confiant tout seul à livrer des mandats. Puis en même temps, ben, ça me permet justement de vraiment bien servir mon client au mieux de mes connaissances. Puis quand j'en manque de connaissances dans certains domaines, j'ai pas peur d'aller chercher dans mon réseau que j'ai monté au cours de toutes ces années-là pour aller compléter ce que moi, je connais pas tant que ça. Mais tu sais, mettons qu'on prend l'exemple d'un site web, mais je fais pas de site web, mais je connais tout ce que ça prend pour faire un site web. Fait que je suis capable très bien de faire la relation entre le client puis le fournisseur de site web, faire le lien entre les deux, puis être sûr que tout le monde tire la meilleure partie De là, le fait du processus. De là, le fait d'être consultant, je pense que t'as comme un petit peu touché à tout depuis tes débuts en web. Puis je pense que juste à t'entendre parler, puis le fait que t'as fait quand même un an dessus, puis je te vois avoir des petits projets à droite, à gauche. T'es un gars, je pense que t'es un explorateur un peu. T'aimes ça, voir. T'es un généraliste. Je pense qu'on se rejoint là-dessus parce que moi aussi, j'aime bien ça apprendre, mais je me tanne vite de ce que je fais. Mais j'aime ça aller genre chercher un 80% de cette bébelle-là, par exemple. Je sais pas, TikTok, mais après ça, je vais pas aller chercher le 20% qui reste. Je vais me laisser à quelqu'un d'expert. Puis je me sens comme ça aussi un peu, je me trompe dessus. Non, c'est exactement ça. J'aime ça. Toutes les nouvelles patentes, les nouveaux réseaux sociaux, je les essaye. Ça veut pas dire que je vais rester longtemps dessus, mais je les essaye. Je pense que juste Clubhouse? Non, ça, je l'ai suivi, mais je suis pas allé. Ça m'a pas attiré. Donc, ça s'en va un peu vers le bas, je pense. Ouais, Twitter essaie de faire juste un peu. Ouais, c'est ça. Plus personne n'en parle, ça a été un... Non, puis là, il y a LinkedIn qui essaye d'embarquer là-dedans aussi. Je sais pas à quel point ça sert une clientèle très ciblée, je pense. Puis ça fait son temps aussi. C'est un Vines de ce monde-là. C'est embryonnaire. Là, peut-être que le format va rester, mais sous juste un angle différent, peu importe, mais ça fait du sens quand même de se joindre à quelque chose. C'est comme si c'était la radio. On est beaucoup sur les podcasts, mais c'est comme si c'était la radio. La seule affaire, c'est que on est moins on écoute nos choses un peu n'importe quand, là, à cette heure. Netflix, c'est un exemple. Les podcasts sont un exemple. C'est comme quand j'ai le temps, j'écoute ça. Alors que là, ce format-là, c'est vraiment, même YouTube, faut que tu sois là. TikTok, tu sais, c'est comme il faut que tu sois là au moment que ça diffuse. C'est comme un peu weird. Si ça passe parce que ça va être
vraiment des gros noms qui ont vraiment un gros following puis qui veulent que le monde le suive assez pour savoir que lui c'est à 4 heures puis on va aller l'écouter en masse. Mais c'est dur de faire quelque chose qui n'est pas rediffusé, d'avoir une bonne audience parce que les gens ont tous des horaires différents maintenant, encore plus avec le télétravail, parce que tout le monde prend son petit bout quand il peut ou quand ça y tente. Fait que, on a tous des horaires différents encore plus qu'avant. Je le vivais quand je faisais des podcasts avec David Quentin. On pouvait avoir 40 en live, mais après ça, il y avait 600, 800 personnes qui le regardaient en rediffusion. Fait c'est sûr que c'est là que j'ai moins accroché, moi, dans Clubhouse. Mais oui, j'explore à peu près tout ce qui se fait, puis pas juste dans les réseaux sociaux, dans à peu près tout aussi. Moi, les web à Québec, là, semaine numérique, les affaires comme ça, toutes les conventions qui parlent de ce qui se passe dans le numérique, j'adore ça parce que ça te fait découvrir des choses que tu n'es pas nécessairement au courant. On m'a parlé de ça hier. Je n'étais pas au courant de cet événement-là. On m'a parlé de ça hier, comme quoi les inscriptions terminaient la semaine prochaine. Là, la semaine prochaine sera sûrement pas la semaine prochaine parce qu'on n'est pas en live, les amis. C'est un podcast, c'est enregistré à l'avance. Allez pas regarder les inscriptions de ça en ce moment, mais ça avait l'air super intéressant. C'est Catherine Maillot, justement, qui me parlait de ça. Puis on pourrait peut-être s'inscrire à ça, monde. Ça serait peut-être un plan. Je monte personnellement une conférence que je vais présenter là, pour essayer de présenter là-bas. Félicitations, c'est très cool. C'est quoi ça à propos de quoi la conférence? C'est un mix entre marque employeur, employé ambassadeur et intelligence artificielle qui vient aider tout ça. Oh, là, ça me titille. Si tu pouvais nous faire, mettons, un résumé, parce que c'est un sujet que je voulais qu'on aborde avec toi. Mais là, je me disais, si je pose la question, genre, c'est quoi tu penses qui va être une nouvelle tendance en marque employeur, recrutement, intelligence? Là, je me disais, ça faisait beaucoup, mais tu peux-tu nous faire, mettons, un résumé de ce que tu vas dire là-bas? C'est encore embryonnaire. Tu sais, je travaille sur le plan présentement, mais c'est sûr que avec la pénurie de main-d'œuvre présentement, il faut mettre une emphase double, sinon triple sur ta marque employeur pour être capable d'attirer les gens parce qu'ils ont beaucoup de choix. Et de plus en plus, le shift se fait pour les employés qu'ils cherchent moins une job, mais plus une façon de se réaliser, de s'accomplir, d'être. Ils ne cherchent pas juste un emploi. Donc, il faut que tu leur démontres ça aussi. Puis, c'est là que l'employé ambassadeur devient intéressant. C'est d'avoir une stratégie puis un système programmé pour donner à tes employés des outils afin qu'ils puissent devenir tes ambassadeurs. C'est eux autres, dans le fond, qui vont attirer les meilleurs candidats parce qu'ils connaissent quelqu'un, parce qu'ils sont dans ce réseau-là, parce qu'ils sont sur le terrain. Fait que c'est eux qui deviennent vraiment le meilleur moyen d'attirer des gens. Mais il faut que tu ailles une marque employeur forte pour être capable d'avoir des employés ambassadeurs qui vont parler de ton image forte. Si tu n'as pas les deux choses, c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau, tu sais, parce que les deux doivent être en synergie pour réussir. Puis l'intelligence artificielle, dans le fond, là-dedans, c'est sûr que c'est un genre de... Pour caricaturer, pas caricaturer, mais imager. Vous connaissez peut-être des logiciels comme Hootsuite ou Buffer ou des choses comme ça. Ben, ces logiciels-là, avec de l'intelligence artificielle, vont être capables de rassembler du contenu ou de pousser du contenu aux employés ambassadeurs qui va être pertinent pour leur crowd à eux autres, en analysant c'est qui leurs followers à eux autres personnellement, ben, ils vont être capables de trouver le bon contenu qui a été produit par la compagnie pour pousser ce contenu-là dans leur réseau. Puis aussi, l'intelligence artificielle va permettre à l'employeur à trouver des meilleurs candidats parce que lui va analyser les profils LinkedIn ou les profils Facebook et va déjà faire un premier filtre avant même que le recruteur en tant que tel
passe à travers les CV. Au lieu de regarder 1000 personnes, il va regarder juste 100 qui ont déjà été filtrées par une intelligence artificielle. Fait qu'il va pouvoir contacter ces personnes-là. L'intelligence artificielle, éventuellement, peut elle-même contacter ces personnes-là et faire les premières approches parce que maintenant, elle est rendue capable de faire des conversations qui ressemblent beaucoup à ce qu'un humain pourrait faire. Fait que, tu sais, en enlevant ces premières étapes-là, après ça, tu rencontres des meilleurs candidats, tu augmentes la qualité de ton entreprise, tout s'enchaîne. On est rendu loin là-dedans, mais c'est super intéressant. Puis, il y a plusieurs niveaux. Si tu as 15 employés, tu n'es pas obligé d'aller utiliser l'intelligence artificielle, mais toute la stratégie d'employé ambassadeur et d'image de marque va venir beaucoup t'aider. Si on parle justement d'image de marque, marque employeur, souvent on en entend beaucoup parler, puis de notre côté aussi, c'est quelque chose qu'on met un focus chez Wavency, mais concrètement, tout le monde dit c'est bon d'avoir une bonne marque employeur, mais concrètement, comment qu'on fait ça? Mettons, comment toi tu le conseilles à tes clients? On s'entend que là, tu pourrais partir souvent pendant 1h30, 2 heures et même plus, là, mais en résumé, encore une fois, si t'es capable. Moi, quand je commence un travail avec un client, la première chose, c'est de faire une analyse à l'interne de ce que tu as à offrir, de ce que tes employés aiment, puis premièrement, mettre ça de l'avant. C'est sûr qu'il faut que tu partes avec ce que tu as. Puis souvent, juste de faire l'exercice d'aller chercher le vrai pouls de ce que les gens aiment dans ton entreprise, mais tu vas te rendre compte que il faudrait peut-être que je travaille certains points parce que au final, j'ai pas tant de choses d'attirantes que ça à comparer à l'autre entreprise d'à côté. Fait que la première chose, c'est de faire un travail sur soi-même, puis après ça, vendre, ou plutôt mettre de l'avant, parce que moi, j'aime pas le terme vendre vraiment, mais c'est mettre de l'avant les avantages à venir travailler chez vous au niveau des valeurs. Parce que c'est vraiment ça qui va intéresser les candidats aujourd'hui, c'est pourquoi que j'irais travailler pour toi? Tu vas-tu m'aider à grandir, si on veut? Je mets ça à l'extrême. On ne cherche pas tout le temps à grandir via notre emploi, mais on cherche au moins à être satisfait puis à pas avoir l'impression d'aller travailler pour rien puis de se faire prendre pour un numéro. Fait que de mettre tout ça de l'avant, c'est super important. On est vraiment dans ce mindset-là. J'avais la discussion ce matin même avec le client que j'ai rencontré. On est dans un mindset de qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour le candidat. Et non pas dans. Avant, c'était pas ça. Maintenant, c'est vraiment. Puis je mettais l'emphase là-dessus, là, c'est garde ça simple, ton texte parce qu'on parlait d'un offre d'emploi carrément, là, le texte d'un offre d'emploi, garde ça simple, vraiment peu, puis vraiment mettre le focus directement en partant sur qu'est-ce que toi t'apportes à ton potentiel candidat. Parce que c'est ça. Puis quand on parle de ça, c'est pas juste une prime d'embauche. C'est vraiment aussi relié aux valeurs, comme tu viens de le dire. C'est vraiment est-ce que je vais me sentir bien à travailler dans cette entreprise-là? Je pense que ça, c'est la clé. Puis se sentir bien, ça passe, oui, par les avantages genre, de rémunération et tout ça, mais ça passe aussi par est-ce qu'il y a un fit? Est-ce qu'il y a un culture fit de moi qui va se sentir bien dans cette entreprise-là, de partager ces valeurs-là, de vendre ces services-là, de vendre ces produits-là? Est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce que je vais me sentir. Puis je parle beaucoup de ça avec moi aussi, là, avoir un sentiment d'appartenance à ce que tu fais. Super important. Ouais. J'ai fait un travail avec une compagnie, justement, puis ils se sont rendus compte que les gens, ils ont 280 employés. C'est une usine, c'est gros. Puis, tu sais, de donner un why à un employé d'usine qui vient juste trier des bouts de bois, c'est un peu dur. Tu sais, il faut que tu travailles. Mais on s'est rendu compte, en demandant aux employés, en les sondant, qu'ils ont un sentiment d'appartenance à la compagnie, ils ont une fierté parce que c'est le fleuron du village, là, cette compagnie-là. Ils engagent la moitié du village quasiment. Fait que, il y a une fierté, mais la compagnie en tant que telle ne l'a pas exploitée. Elle l'a par défaut, si on veut, parce que le monde s'entraide, puis sont chummy, tout ça. Mais là, il faut saisir cette occasion-là, puis le démontrer aux autres que, regardez, sont comme ça, nos employés, naturellement, ben,
viens travailler ici, puis tu vas être dans ce milieu-là aussi, puis tu vas être fier, puis fait, le sentiment d'appartenance, il est là, mais il est juste pas visible de l'extérieur. Donc là, on travaille là-dessus. Comment démontrer ça? Puis comme tu dis, c'est ça qu'il faut que l'offre d'emploi démontre aussi. Mais tu sais, faut que les babines aillent avec les bottines. Mais oui, naturellement. Faut pas que tu vendes quelque chose, puis après ça, ils arrivent, puis ils sont déçus, ils repartent après 2 semaines. T'es vraiment pas avantagé à ce moment-là. Y a-t-il des entreprises en ce moment que tu remarques par expérience que tu aimes vraiment ce qu'ils font au niveau marque employeur? Y en a-t-il qui te viennent en tête? Il y en a une, entre autres, à Québec qui s'appelle Coveo. Je sais pas si vous connaissez. De nom, ça me dit quelque chose, mais. Ils font plein de choses le fun. Ils permettent à leurs employés de faire plein de choses aussi. Ils ont un programme d'employés ambassadeurs très intéressant. Ils font des affaires hors de la boîte, là, out of the box, comme on dit. Même quand les employés ont des idées, ils les laissent pousser au maximum, même si c'est pas exactement leur définition de tâche. Ben, un peu comme 3M, on avait entendu dans le temps, puis Google fait ça aussi. Ils permettent aux employés de consacrer 10 à 20% de leur temps sur un side project, juste pour leur permettre de laisser aller leur créativité ailleurs. Fait que, ça, c'est des affaires comme marque employeur qui attirent. Oui, je vais travailler là, mais je vais pouvoir être considéré mon opinion va être considérée, je vais pouvoir faire d'autres choses qui vont pouvoir m'apporter ailleurs, me faire grandir. C'est super important, ça. C'était excellent. J'aimerais ça parce qu'on a quand même fait un bon bout. Déjà, j'aimerais ça qu'on aille dans une autre direction complètement par rapport à un de tes posts que j'ai lu le mois passé. Ok? Puis ça va sortir comme ça va sortir, mais après ça, on en discutera. Tu demandais sur ton LinkedIn la question entre si comment tu as fait un petit sondage par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que les gens sont un petit peu sont accros aux réseaux sociaux ou ils l'utilisent semi bien. Ça m'apporte à penser à est-ce que parce qu'on met beaucoup, mettons, la faute en ce moment sur des choses par rapport à les débats en ce moment, là, peu importe les vaccins, tout ça. Est-ce que puis et bien d'autres choses, est-ce que la faute est aux réseaux sociaux ou est-ce que la faute est aux gens? Puis j'aimerais ça t'entendre par rapport à ça, par rapport à cette question-là, puis juste revenir sur ce post-là, en fait. La faute, tu veux dire, de la mauvaise presse? Ouais. Ben, pas la mauvaise presse, mais carrément dans l'utilisation par les gens. Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui font en sorte qu'il y a autant de débats, il y a autant de dichotomie entre les idées, autant d'esprits qui se froissent, etc. Ou c'est vraiment à cause des gens? Est-ce que la raison est dans l'outil ou la raison est dans les personnes? Je pense que la raison est dans les personnes, mais si on avait un peu plus d'éducation à comment utiliser l'outil intelligemment, ce serait sûrement moins pire. Il est un peu tard pour ceux qui sont sortis de l'école, mais nos jeunes à l'école, moi, je trouverais ça très important qu'il y ait des cours appelons ça, la bienséance sur les réseaux sociaux, parce que c'est facile de déraper. Là. Moi, je l'ai vécu. J'ai géré plusieurs entreprises sur les médias sociaux. Puis même avec autant de bienveillance que tu veux, des fois, tu réponds à un commentaire, puis ça part dans un autre sens que tu pensais pas pantoute, puis ça fait l'effet boule de neige, là. Les gens répondent, puis ça se craint, puis entre eux autres. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux juste pour faire de la merde. Il y en a qui sont là juste pour ça. Le feeling d'écran te donne un sentiment de comme si t'étais pas carrément si t'avais pas un détachement. Ouais, c'est ça, un sentiment de détachement qui est comme j'ai le droit de faire ce que je veux parce que pas dans. Je pense pas que les gens pensent comme ça. Ouais, mais c'est ça enlève le filtre, ça enlève le fait de. Je pense que ça déshumanise beaucoup. T'as pas l'impression de parler avec une personne, tandis que si cette personne-là serait à côté de toi, probablement que tu serais plus sympathique et tout ça. On dirait que le mur fait en sorte que tu
c'est ça, je pense que c'est le mot-clé, là. Tu déshumanises les personnes à qui tu parles. Puis là, c'est comme si il était comme. Ben, d'ailleurs, une des techniques que j'enseigne dans le service à la clientèle via les réseaux sociaux, c'est sors-les des réseaux sociaux le plus vite possible. Quand tu as un problème avec quelqu'un, tu lui envoies un message privé, est-ce qu'on peut s'appeler? Parce que continue pas en texte, c'est sûr à 100% que ça va aller dans le mur. Il y a toujours trop d'incompris que tu peux pas reprendre tout de suite quand c'est écrit. Tu as le délai entre les deux aussi qui peut faire plein d'affaires. Un message qui se rend pas. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver en texto que tu comprends pas l'intention derrière le message. Si tu as un problème avec quelqu'un sur les réseaux sociaux et que tu peux le rejoindre par téléphone ou encore mieux par visio, ben vas-y. Moi, je le dis, en service à la clientèle, c'est la façon de faire, c'est le plus vite possible de sortir du chat. Puis même si des fois, c'est pas possible, il y a aussi l'option messages vocaux maintenant qui peut être utilisée également, qui fait. Personnellement, je vois une différence des fois quand j'essaie d'expliquer quelque chose, que ce soit une incompréhension, quoi que ce soit. Les gens comprennent plus rapidement. Moi, j'aime bien Jean-Michel quand il me dit je comprends pas ce que tu me dis, j'attends un peu, là, je vais t'envoyer un vocaux. C'est plus facile. Mais c'est valide aussi pour même nos clients. Ce que Jean-Michel, je laisse pour ça après, mais même quand on a quelque chose à expliquer maintenant qui est un peu plus complexe, des fois, l'appel n'est pas nécessairement nécessaire parce que le client a besoin, dans le fond, est très occupé. Donc, nous, on prend le temps de faire une vidéo qu'on enregistre dans l'écran puis qu'on lui montre. Donc, même là, c'est des clients qui sont comme ah, j'aime ça, mes offres de service, quand je présente, je fais une vidéo, je l'explique. Fait que juste le parler au téléphone ou quoi que ce soit, je pense que les gens sont plus habitués et que ça apporte une plus grande valeur au niveau du service à la clientèle quand on prend la peine de le faire. Puis, question optimisation de temps, ben, c'est moins long faire une vidéo que prendre un meeting aussi. Donc, bref. Ouais, c'est ça. C'est comme l'étape entre les deux, je trouve, parce que vraiment, en message sur les réseaux sociaux, peu importe, en message à l'écrit, c'est vraiment plus froid. C'est difficile de voir l'émotion, c'est difficile d'expliquer des choses aussi. C'est comme c'est vraiment à sens unique. Tandis qu'avec avec la vidéo, avec le message vocal, au moins tu as l'intonation, tu peux sentir l'émotion, tu peux sentir que c'est pas passif-agressif, c'est que ça fait comme une mi-chemin, mais il n'y a rien qui va remplacer quand même le fait d'avoir une conversation ou d'être un à côté de l'autre, de pouvoir justement tout sentir le non-verbal. On l'a de manière inconsciente. Là. Manuel Constant est une machine non-verbale, puis on pourrait apprendre plein de choses de lui, mais juste de manière inconsciente, on sait des choses aussi, puis on remarque on me dirait que tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Tu sais, vraiment, ça fait du sens quand tu dis de sortir des réseaux sociaux. Naturellement, c'est pas tout le temps les moyens peuvent manquer, mais au moins de. Non, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé une anecdote récemment, un peu avant les fêtes, j'avais fait un post sur LinkedIn qui a pogné beaucoup. Puis, tout d'un coup, il y en a un qui s'est mis à commenter tous les commentaires, puis à dire de la bullshit, là, juste pour relancer tout le monde. Lui, il était à l'opposé de tout ce que le monde disait. Mais tu sais, il l'a pas juste dit une fois, là. Il le disait sur tous les commentaires de chacun qui était dans le même sens que ce que moi je disais. Puis, écoute, j'ai été obligé de le bloquer parce qu'il arrêtait pas. À chaque fois que quelqu'un mettait un commentaire, il en remettait un autre. Là, ça partait des débats niaiseux qui n'étaient pas tout en lien avec mon post du début. Puis, il y en a qui sont là, puis que lui, je pouvais pas me permettre de l'appeler personnellement. Il était en Europe en plus, fait que je ne me tentais pas de commencer à faire ça. Mais tu sais, il y en a qui... fait que pour revenir à la question du début, je pense que c'est un peu des deux. L'humain est humain. Là, ses défauts, ses qualités. Mais je pense qu'on aurait avantage aussi à faire plus d'éducation sur les réseaux sociaux. Ça, c'est certain. Moi, j'ai une petite fille de 8 ans, puis j'ai l'intention de l'encadrer. Je la laisserai pas aller sur Facebook tout seul à 12 ans. Non, c'est assez. En plus, maintenant, les jeunes, il y a de l'intimidation et tout. En tout cas, on n'a pas l'air d'entrer là-dedans parce que malheureusement, on pas mal. Ça passe vite, moi, vraiment. Mais bon, je vais t'enchaîner ma prochaine question parce que ça fait pas mal ce que tu me dis, toi, que justement, qu'il y a une fille, je sais pas si tu as d'autres enfants, mais qu'il y a des enfants, justement. Comment tu arrives à garder les clés digitales à travers aussi le fait que, tu sais, justement, les mauvais commentaires, est-ce que ça vient tu y penses-tu le soir? Comment tu fais pour garder un certain équilibre à travers tout ça?
Ça, je dirais que ça a vraiment changé avec les années, par exemple. Au début, quand je commençais à gérer les médias sociaux, je me sentais ultra responsable. J'étais 24 heures sur 24, j'enlevais même pas mes notifications la nuit. Parce que c'est arrivé aussi que j'ai travaillé pour des compagnies qui n'avaient pas juste des bons commentaires. Fait que dans ce temps-là, il faut que tu sois là pour les catcher le plus vite possible. Mais aujourd'hui, tu vois, je prends le matin, en me levant, je regarde plus mon cellulaire. Il faut vraiment que j'attends après déjeuner, que c'est là que je commence, parce que sinon, ça brise ma journée bien souvent. Je suis comme trop... Je la commence trop vite, fait que je la commence pas bien. Fait que je prends une pause là. Je prends une pause aussi pour le moment du souper, que je trouve super important. Ça se passe en famille. Fait que de à peu près 5 heures jusqu'à 7-8 heures. Je vais regarder une fois de temps en temps, juste pour être sûr qu'il n'y a pas d'urgence. Mais si je viens pas de faire un post, puis je veux pas le suivre, ou qu'il y a rien de spécial, ben, je vais prendre une pause en début de soirée. Puis après ça, je retourne en fin de soirée là, pour voir ce qui s'est passé quand la maison est plus tranquille. Là, je vais en faire un petit peu. Mais c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec le temps pour garder ma santé mentale parce que oui, il y a des fois où j'ai passé proche du burn-out parce que j'y allais trop, tout simplement. Il y en a tellement. Tu sais, juste moi, personnellement, je suis sur 4 ou 5 réseaux. Toutes les compagnies que je gère sont sur 3 ou 4 réseaux aussi. Fait que juste d'aller faire le tour de ça, je pense que ça me prendre 1 heure. Tu sais. Une notification, juste une notification, c'est comme un monstre en soi, là, si je peux dire. C'est ça. C'est de prendre la décision de oui, je vais rater des affaires, mais je n'opère pas des cœurs ouverts non plus. Fait que on sauve pas des vies, comme je dis. Faut relativiser. On sauve pas des vies avec du contenu ou les réseaux sociaux, comme je dis. Mais par curiosité, est-ce que... là, vas-y. Encore là, ça se peut. Mais oui, naturellement. Parce qu'il y en a qui ont besoin de parler. Bon point. Mais par rapport au burn-out, est-ce que c'était-tu dans une optique tu te sentais obligé de faire de le faire pour toi puis d'avoir 4 ou 5 réseaux? Est-ce que c'était vraiment dans une optique tu te sentais obligé, donc c'était comme j'ai pas le contrôle, il faut absolument que je le fasse? Si c'est pas indiscret. C'était une obligation envers mon employeur à ce moment-là, que je sentais que j'avais beaucoup de pression. C'est une des mauvaises expériences d'emploi que j'ai eues, là, avec beaucoup de pression, avec des départs d'employés qui n'ont pas été remplacés. Fait que là, tu pognes la charge de travail de l'autre, mais il faut que tu fournisses quasiment le même volume. Puis tu t'en prends sur toi, mais à un moment donné, ça te dépasse. Puis t'es juste dans l'engrenage, puis tu vois pas ça, puis à un moment donné, est arrivé une période de vacances de 2 semaines que, après 2 semaines, j'avais l'impression d'avoir pris juste une pause de 8 heures. Là. Fait que, tu recommences, puis t'es brûlé raide. Fait que, à partir, ça, c'est peut-être il y a 2 ans, à peu près, 2-3 ans. À partir de là, j'ai fait, non, là, je lève la pédale, puis si mon employeur en veut plus, je vais y expliquer que je peux pas. Puis si ça ne fit pas, ben, il en prendra un autre, puis moi, je vais aller ailleurs. Il y a une place pour moi. C'était super intéressant comme réponse. Merci d'avoir répondu. Je n'étais pas sûr si c'était trop indiscret ou non, mais merci d'avoir fait le segment là-dessus. Écoute, on va s'en tenir à ça. C'était super intéressant. Surtout, j'ai bien aimé notre segment marketing RH. Puis les insights aussi par rapport à service à la clientèle. Je pense que ça, c'est cool. Puis que quelques personnes vont pouvoir sortir avec la value de ce podcast. Un gros merci, François, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce on en a parlé un petit peu, mais on peut certainement te suivre sur LinkedIn. Sinon, ça se passe où pour toi? FrançoisLatulipe.com, tout simplement. La tulipe avec 2 P, à préciser. Il y a un prêtre à quelque part qui ne savait pas écrire. Fait il a écrit la tulipe avec 2 P, puis c'est resté.
On ne sait pas pourquoi. Mais c'est ça. Fait que françoislatulipe.com, tous mes liens sont là. Si vous voulez me suivre, ça va me faire plaisir. Si vous voulez, sur LinkedIn, c'est là, c'est la plateforme, ma plateforme préférée de prédilection, que je suis pas mal tout le temps disponible. Donc, super. Fait allez dire un beau bonjour sur LinkedIn. Merci pour l'épisode encore une fois, François. C'est super. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.